Emmanuel, Oui, merci. présentez-vous, Bon, s'il vous plaît. bien sûr, tu l'as fait, mais je vais continuer. Emmanuel Baron, Épicentre. Bonsoir Pierre, ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. Euh, Peut-être un point tout d'abord pour souligner, dans la réponse que tu as fait à la question de Gervais, souligner que la fabrication, le risque, c'est la fabrication d'un mauvais standard de soins finalement. Hein, et c'est quelque chose qu'on a vu qui, pour les gens à MSF Épicentre, rappelle certains épisodes. On l'a vu il y a 5 ans avec le favipiravir dans la maladie d'Ebola, étude faite... étude pas bien faite, mal faite même, pour être clair, qui s'est appelée essai clinique alors qu'il n'y avait qu'un bras, hein, ceci pour reprendre tout premier point de ton propos, et qui a fabriqué un standard qui n'a pas résisté à l'épidémie suivante, où un essai clinique, conduit en bonne et due forme, a pu mettre en évidence qu'il y avait 2 médicaments efficaces, plus efficaces que les autres, le favipiravir n'ayant même pas passé la barrière de pouvoir être testé quand l'examen a été fait. Puis le dernier, c'est l'hydroxychloroquine, qui est un standard de soins aujourd'hui dans énormément de pays africains, en première ligne, dans le protocole national. Donc ça reste quand même encore un médicament qui, tant qu'il n'a pas été évalué d'une certaine façon, dans une certaine indication, restera, semble-t-il, encore un standard de soins. Donc effectivement, aller vite, et c'est bien un des dilemmes qu'on a de temps en temps, c'est nécessaire, c'est justifié, et les situations que j'en avais à rappeler sont très justes, avec toujours le bénéfice, le risque, et notamment dans les risques, celui de fabriquer un standard qui restera longtemps, qui ne sera jamais finalement rechallengé. En fait, j'étais arrivé ce soir avec une idée en tête, un point et une question, mais alors là, j'ai été comblé, parce que malgré tout, je prends quand même la parole, Ronnie. Parce que Ronnie et toi, vous l'avez abordé, et même dans le détail, Ronnie, c'est le point de l'indépendance on va l'appeler comme ça, l'indépendance des études cliniques, finalement, pour évaluer un médicament. Tu as même proposé, finalement, une certaine façon de faire. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'absolument fascinant à voir la méticulosité, le caractère de quasiment névrosé obsessionnel qu'il faut pour aller dans les détails, de conduire une étude, éviter tous les biais, etc. Et au moment de l'évaluation finale, alors là, tout ça saute de façon magistrale. Et finalement, c'est le marchand qui dit, en fait, mon produit, il est bon. D'ailleurs, je les remarque. Je voulais vous montrer comment et pourquoi. Donc c'est vrai qu'il y a tendance à demander toujours la question de la transparence de l'information et tout, mais tu as montré quand même à quel point ça pouvait être de la poudre aux yeux en réalité, ça, et que c'est plutôt la conduite du travail et de l'essai qui était intéressant. Cela dit, c'est vrai que c'est des publications qui sont absolument hallucinantes, y compris dans les meilleurs journaux, avec quand même des gens... Alors, c'est dit à la fin, dans les déclarations de lien d'intérêt, des gens qui font partie, ont des actions, ou sont même des employés de la firme, et qui signent le papier sans aucune gêne, semble-t-il, pour qui que ce soit d'ailleurs. Donc, moi, je voulais dire, donc, certes, la publication n'est pas tout, c'est pas elle qui décide qu'un médicament sera sur le marché ou non. Il y a le dossier, mais enfin, il est préparé aussi par les gens qui ont conduit l'étude et les gens qui sont propriétaires du médicament. Et puis, il y a, parce que j'ai ça aussi en tête, la question de la façon dont MSF veut porter ce sujet. Et là, je reviens sur le point de Ronnie et de sa discussion à propos du Soudan et de l'essai des collègues de DNDi. Finalement, ma question pourrait être la suivante, est-ce que tu conseilles à MSF, Épicentre, de porter encore ce point, ce sujet, y compris auprès de nos collègues de DNDi, qui font quand même quelques contorsions quand on commence à évoquer ce sujet auprès d'eux. Et alors, du coup, ma question, elle est peut-être aussi à François. Chiche ? Non, je pense que c'est des questions très importantes à se poser. Et la réponse de Bernard de dire on est honnête, donc il n'y a pas de problème, c'est pas satisfaisant. C'est-à-dire, tout le monde pense être honnête. Et si c'était aussi simple que ça... Non, il y en a qui sont plus... Bon, la plupart des gens se croient honnêtes, mais ça n'empêche pas, pour autant, de faire des choses parfois un peu limites. Surtout quand on a des intérêts importants en jeu. Donc, la question de l'honnêteté, ça suffit pas en fait. C'est pas pertinent. C'est plutôt celle des règles pour essayer objectivement de diminuer les conflits d'intérêts. Et les conflits d'intérêts, quand on parle des conflits d'intérêts, on pense toujours
firmes pharmaceutiques et médecins, en fait, c'est une situation beaucoup plus généralisée dans la vie. On a des conflits d'intérêts tout le temps. Bon, donc il faut trouver autre chose que de dire les gens sont honnêtes, parce que ça suffit pas. Alors, la sous-traitance, de séparer, en fait, de diluer, de séparer, ça peut être une solution. Mais c'est pas non plus la solution. C'est-à-dire, les firmes, c'est pas les employés des firmes qui font les essais cliniques. Ils sous-traitent les essais cliniques. Mais ils trouvent quand même le moyen d'avoir la main et le pouvoir sur leurs sous-traitants. Ça s'appelle les crocs. Hein, les crocs, ils sont en concurrence entre eux. Donc, les crocs qui passeraient leur... Enfin, je pense que elles ont une contrainte sur elles-mêmes pour rester dans le système et pour rester performants, c'est-à-dire les critères de performance dans l'essai clinique, c'est notamment la rapidité. La rapidité, c'est essayer d'avoir le plus rapidement possible des participants dans les essais. Donc c'est là où on commence à avoir une tension sur le fait est-ce que ce temps a été suffisant pour que les gens ils puissent donner leur accord ou pas. En France, une des difficultés de faire des essais cliniques, c'est que ça prend du temps parce qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas y aller et puis il faut passer du temps. Voilà. Donc on va essayer de les faire dans des pays où c'est plus facile, où les gens, pour des raisons X et Y, ou Y, parfois des raisons vraiment très pratiques, sont plus tendance à vouloir faire des essais. Voilà, donc... mais je pense que donc peut-être que le CRO c'est une solution pour le DNDi, ou peut-être d'aller chercher un groupe de MSF qui a vraiment rien à voir avec le DNDi. Mais moi je pense que c'est un vrai souci. Je pense que c'est structurellement un problème si un sponsor, et DNDi est un sponsor, fait lui-même la recherche clinique. On ne peut pas échapper totalement au fait de dire pour les meilleures heures du monde, c'est-à-dire un investigateur, un sponsor a envie que ça marche. C'est pas seulement un intérêt, il a envie, il a l'espoir que ça marche. Il aimerait bien que ça marche. Il trouverait super pour les patients que ça marche. Enfin, il a plein de raisons. Et ça, psychologiquement, ça fait qu'il y a des choses que votre vision est un peu brouillée, quoi. Il y a des choses que vous voyez plus que les effets indésirables. Ça vous oriente dans un sens, et on le voit très bien dans les essais cliniques, c'est que les effets indésirables dans les essais cliniques, parfois, ils sont pas là. Ou alors, des fois, ils sont dans une partie, mais ils sont oubliés dans une autre. Les méta-analyses d'essais cliniques dans leur protocole, ça a été publié il y a quelques semaines, là, les méta-analyses qui cherchent à faire donc, la synthèse méthodique sur un sujet particulier, sur un médicament particulier, eh bien, très souvent, dans leurs critères, il y a tout l'efficacité, et par contre, les effets indésirables, parfois, ça n'est même pas dans le protocole. Et quand c'est dans le protocole, et ça, une fois de plus, ça a été vu avec des registres, et là, le registre s'appelle Prospero, et même quand au départ, ils disent ils vont s'intéresser aux effets indésirables, parfois, dans la discussion après, ça a complètement disparu. Donc, ça fait partie des choses que personne n'a envie de voir, les effets indésirables. Hein, ni les patients, ni les soignants, ni les sponsors, enfin personne. Voilà. Donc c'est très facile de ne pas les voir, de les oublier, de ne pas les interpréter comme effets indésirables. Donc raison de plus pour limiter le biais de dire c'est moi-même qui évalue ma propre production. Ça, c'est... François, bon, pardon, ça marche. François, on parle de DNDi. Je suis vraiment désolé parce que je vous parlais d'un sujet que je ne connais pas. Cette controverse sur le Soudan, je ne le connais pas, donc je ne peux vraiment pas répondre là-dessus. Non, mais ceci, je rejoins complètement ce qui est en train d'être dit. C'est qu'effectivement, je reconnais personnellement qu'on a toujours un biais implicite à propos du sujet sur lequel on travaille plus que qui que ce soit d'autre. Donc je le reconnais totalement, absolument. Et peut-être qu'il y a effectivement des systèmes à imaginer sur des garde-fous au moment où peut-être pas la conduite de l'étude elle-même, parce que le nombre de biais, mais par contre, bien sûr, le design de l'étude, l'interprétation des données et la publication, c'est là, oui, effectivement, où ça peut être très sain de se faire challenger par des gens indépendants, clairement. Mais sur l'histoire du Soudan, je vais me renseigner, je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ça a l'air intéressant, en tout cas. Mais ça soulève une belle question, je suis d'accord. On a tous un biais inévitable. Ouais. Je vais juste lire deux commentaires. Donc, Pécoul Bernard qui dit « Je dois signaler que j'écoute et je n'ai jamais dit cela à Ronnie. Je suis plus satisfait avec les commentaires de Pierre. »
Et donc d'autres commentaires qui disent que la discussion est un peu caricaturale. Voilà. Nous poursuivrons cette discussion, Bernard, parce qu'elle a bien eu lieu chez moi en plus.